Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les candidats au BEPC planchent depuis ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans cette édition le point du lancement de cet examen dans la commune de Lokossa. À suivre également les résultats de l'élection des membres des organisations estudiantines les plus représentatives sur le campus d'Abomey-Calavi. 3 organisations étaient en lice pour ces élections. Et puis le projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2015 et 2016 ont été examinés et adoptés ce lundi à l'Assemblée nationale par les députés. L'examen du brevet d'études du premier cycle a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont environ 187 000 candidats à passer cet examen dont le lancement a eu lieu à Abomey. C'est le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui a procédé à ce lancement. Le professeur Maounion Kapo était au lycée Oufon pour l'occasion. BEPC encore, je vous propose maintenant de suivre ces propos relatifs au déroulement du BEPC à Cotonou, notamment au CG Vedocor, propos recueillis par Antoinette Sagbo et Fréjus Fiossi. Les amis s'y déroulent normalement, comme nous le dit ici le chef centre. Comme partout sur le territoire national, les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce matin à 8h00. Nous avons tout fait pour que les candidats puissent commencer vraiment par composer à 8h. Et nous étions là un peu plus tôt pour contrôler la présence des surveillants des salles. Les remplacements ont été effectués et je crois que tout va bien. Pour le centre de composition du CG Cournouveau-Vedocor, on avait comme inscrit 1037 candidats. Et présents 1019. Donc, 15 candidats étaient absents. Et alors, nous avons déjà connu 3 abandons. Pour raison de santé, bien sûr, pour raison de santé. Donc, à part ça, tout évolue bien. Et le ministère a pris les dispositions pour que les candidats qui se trouvent dans cette situation puissent se présenter à la session de remplacement. Ils doivent savoir tout simplement que rien n'est encore perdu. Même si aujourd'hui ils n'ont pas pu répondre correctement aux questions, ils doivent savoir qu'ils ont encore toute la journée de demain avec les épreuves de SVT, anglais, physique ou les langues vivantes pour d'autres et mathématiques pour la journée de mercredi. Donc il suffit tout simplement d'oublier complètement ce qui s'est passé aujourd'hui et de continuer, de foncer, savoir tout simplement que ce qui est perdu est déjà perdu, mais ils auront encore la chance de rattraper dans les matières qui viendront et ça donnera toujours de bonnes choses. Nous allons rappeler aux parents de toujours prendre les dispositions parce que nous disons que pour ces examens nationaux, il faut toujours prendre les dispositions pour que les enfants ne puissent pas tomber malades comme ça. Toujours à propos du BEPC, un certain nombre de candidats composent dans la commune d'Abomey-Calavi. Laurent Toninquès et Denis Marouya les ont vus à l'œuvre. Suivez plutôt. C'est parti pour l'édition 2018 du brevet d'études du premier cycle BEPC. 186 399 candidats composent dans 265 centres au plan national. Ici, au centre de composition Le Faucon dans la commune d'Abomey-Calavi, 835 candidats planchent. À 7h30, ils étaient tous présents dans leur salle de composition, à l'exception de ces 2 candidats qui, eux, recherchent encore leur salle de composition. À 8h00, la sirène retentit pour le lancement de la première épreuve, l'expression écrite. Le chef centre, Edmond Rinton, nous présente la situation. Il n'y a pas d'irrégularité majeure. Tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y a une dame qui est dans la maison parce qu'elle doit vendre. Et les instructions ont été déjà données pour qu'elle sorte. Donc, j'ai été juste la remettre à l'ordre pour qu'elle sache que personne, n'est-ce pas, en dehors de la commission ici envoyée pour superviser le BEPC, c'est cette commission seule qui reste avec les apprenants ou les candidats. Mais en dehors de ces gens, toute autre personne est indésirable dans le centre.
Au centre de composition Sainte-Bakita, situation sans incident également. Tout se passe bien. 646 candidats composent dans la série moderne long et moderne court dans 23 salles. Ce que nous avons constaté ce matin, c'est qu'il y a beaucoup d'absences parmi les surveillances. Mais il y a quand même des enseignants qui étaient là, qui ont suivi les instructions et qui nous ont aidés donc à pouvoir un peu aux places à remplacer, au remplacement. Et puis bon, au niveau des candidats, c'est seulement les oublis de pièces d'identité pour le moment. Mais les parents accourent pour ramener pour leur candidat. Et donc, on s'en va leur remettre ça dans les salles. Pour le moment, ça a bien commencé. Je crois que ça va rester comme ça. Il n'y a pas encore d'abandon. Il n'y a pas encore de cas de maladie. On souhaite que les enfants seront toujours bien portants et sereins pour composer. Edmond Rinton, chef centre Le Faucon, adresse toutefois un message à l'endroit des parents des candidats. Je leur demanderai, n'est-ce pas, d'être totalement à l'aise parce que c'est un examen national. Il ne s'agit pas ici d'un concours qu'ils aillent se reposer et qu'ils ne compriment pas les candidats et qu'ils ne leur demandent pas « as-tu fait ceci, as-tu fait cela ?» Non. Le mercredi après 10 heures, ils peuvent demander à l'enfant ce qu'il avait déjà fait. Mais dès qu'ils finissent l'épreuve, on commence à demander à l'apprenant « tu as fait ceci, tu as fait cela ?» Non, je leur demanderai, n'est-ce pas, d'être totalement à l'aise et de mettre à l'attention des apprenants tout ce dont ils ont besoin pour composer, tout simplement. La phase écrite de cet examen prendra fin mercredi prochain par l'épreuve de mathématiques. La phase orale est prévue après les résultats. Puis c'est au CEG Koudo, dans la commune de Lokossa, que le préfet du département du Mono a procédé ce lundi au lancement des compositions de l'examen du BEPC, une occasion pour Zissou Komlan Sedjo de rappeler aux candidats et surveillants de salle les dispositions de la loi sur la corruption qui réprime également la tricherie et la fraude. Jonas Boiti, Jonas Boiti y était. Voici son reportage. La chute au plan national de l'effectif des candidats au BPC 2018 n'a pas épargné le département du Mono. Par rapport à l'année précédente, il y a eu une réduction de 24,84% selon les statistiques données par le directeur départemental en charge de l'enseignement secondaire dans le Mono, Rodolphe Godova. Au niveau du département, cette année, nous avons 8 913 candidats, dont 5 098 garçons et 3 815 filles, contre pour l'année passée 11 858 candidats. Et donc nous avons un taux de réduction de 24,84%. Rodolphe Godova rend ici un hommage aux acteurs de l'école qui ont pu sauver de justesse cette année scolaire. Il les invite à rester mobilisés pour une parfaite organisation du BPC dans le Mono. C'est eux tous qui ont travaillé, qui continuent de travailler. Moi, je les remercie sincèrement et je les félicite pour tout ce qui a été mobilisé, tout ce qui a été fait cette année, qui a été une année difficile, délicate, mais nous y arrivons. Je voudrais leur dire de continuer de rester mobilisés jusqu'au mercredi. C'est à nos parents surtout que je veux m'adresser, en leur demandant de réveiller jusqu'au mercredi les enfants assez tôt pour qu'ils ne soient pas en retard, qu'ils n'oublient pas les cartes d'identité, les imperméables, parce que nous sommes en temps de pluie. Merci. Le gouvernement de la rupture fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Les dispositions de la loi sur la corruption n'occultent pas les éventuelles fraudes et tricheries dans l'organisation des examens nationaux. Le préfet du Mono met en garde tous les contrevenants des dispositions réglementaires régissant l'organisation du présent examen. Il y a une loi qui réprime la corruption. Il y a une partie de cette loi-là qui réprime aussi les tricheries, les fraudes. Si quelqu'un tombe dans ce travers-là, il aura à payer des amendes et il va en prison pour 5 ans. C'est pourquoi j'en appelle à leur sens, à leur conscience professionnelle pour que des situations du genre ne se passent pas dans mon département. Zissou Komlan Sedjo fait confiance aux candidats de son département qui, selon lui, auront un bon taux de réussite à cet examen au plan national. Les candidats de mon département, ils sont tous confiants parce que avant le jour J, nous avons eu à leur doper le moral.
nous les avons sensibilisés parce que ça a été dit clairement que nous voulons occuper le premier rang au niveau national. Après la distribution des premières épreuves au CGE Kudo, la délégation a sillonné les centres de composition d'Agamem des CGE 1, 2 et 3 de la ville de Lokossa pour s'enquérir du bon démarrage de l'examen. Sur le campus d'Abomey-Calavi, les mouvements étudiants ont procédé ce lundi à l'élection des organisations fêtières les plus représentatives auprès des autorités universitaires et gouvernementales. Il ressort des résultats provisoires que l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, est l'organisation la plus représentative de l'UAC avec 49,5% des suffrages exprimés, suivi de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, avec 41,1%. L'UNSEB reste ainsi désormais l'organisation la plus représentative de l'UAC suivie de la FNEB. L'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, quant à elle, demeure une organisation reconnue, mais elle n'est plus habilitée à discuter au nom des étudiants auprès du gouvernement. Suivons à présent les résultats provisoires proclamés par le président de la commission électorale, le professeur Korsivi Ating-Clément. Ce jour 9 juin, nous avons organisé les élections. Ces élections ont donné les résultats provisoires suivants. Je précise bien les résultats, les grandes tendances. C'est les grandes tendances par rapport à ces élections. UNSEB est venue en tête avec 5660 voix, soit 49,5%. S'il n'y a pas de recours, les organisations ont fondamentalement la journée de demain pour les recours. Sinon, les grandes organisations, les organisations estudiantines, seront représentés par, ou bien les étudiants de l'UAC seront représentés par ces deux organisations, l'UNSEB et la FNEB. Si on suit bien la réforme, ça ne veut pas dire que l'UNEB n'existe pas. L'UNEB existera, mais ne représentera pas les étudiants de l'UAC devant les institutions. L'UNEB pourra exister, si je m'exprime bien, mais ne représentera pas devant les instances politiques et administratives les étudiants de l'UAC. C'est l'UNSEB et la FNEB qui représenteront les étudiants de l'UAC, conformément à la réforme. Voilà les grandes tendances. Nous attendons donc les recours pour la journée de demain, c'est-à-dire le 10, conformément à notre calendrier. Voilà ce que je tenais à partager. J'ai bien dit les grandes tendances. Pas de second tour. Au fait, nous avons obtenu un taux qui permet aux organisations de pouvoir représenter valablement les étudiants de l'UAC. Les travailleurs de l'Institut national de recherche agronomique du Bénin, INRAB, sont mécontents. Ce lundi 9 juillet 2018, ils ont manifesté dans l'enceinte de l'Institut pour dénoncer un certain nombre de pratiques tendant à humilier les travailleurs. Au thème d'une heure de manifestation, Anissé Sangjo, porte-parole de la Fédération des syndicats du MAEP, a lu une motion de revendication reçue par le directeur scientifique de l'INRAB. Nous vous proposons un extrait de leur déclaration au micro de Laurent Toninkes et Denis Marouya. Nous, travailleurs de toutes les structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sous la bannière de la Fédération des syndicats des travailleurs du MAEP, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du lundi 25 juin 2018, décidons en toute conscience de protester contre ces agissements machiavéliques et inhumains. Nous exigeons, allais-je dire, la liberté syndicale partout
toujours et sans condition. La planification de la résolution des problèmes exposés par les représentants non de Silasio Maep à l'audience du 5 juillet 2018. La participation des représentants des travailleurs au comité de gestion et de direction des CRA. L'organisation de formation au profit des nouvelles recrues mises à disposition non de l'INRAB par le MAEP en 2018. Le rappel des arriérés de frais de carburant et d'entretien des motos. La dotation des CRA, des services de gestion des ressources humaines et de planification et de suivi-évaluation. Et aussi, nous lançons un vibrant appel aux travailleurs de l'INRAB en les invitant 1. À plus de conscience professionnelle, de probité, d'éthique pour une bonne performance de l'Institut. 2. À l'engagement réel pour la défense des intérêts collectifs des travailleurs. 3. À dénoncer toutes les tentatives d'intimidation et de dilapidation des ressources dans les structures afin que les nouvelles structures installées ne soient pas liquidées pour des raisons de mauvaise gestion. Au nom du directeur général de l'INRAB en mission à l'extérieur du pays, je prends acte de votre motion et de votre mouvement. Je rendrai fidèlement compte de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été dit. Rendons-nous à présent à l'hémicycle. Le projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2015 et 2016 ont été examinés et adoptés à l'Assemblée nationale par les députés. Amen Didier Rumpenidi et Romaric Devauchy ont suivi le déroulement de ces travaux en plénière au Palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. La Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale a présenté les deux rapports à la plénière qui font état de l'exécution des deux budgets de l'État gestion 2015 et 2016. L'accent a été mis dans ce rapport sur les recettes budgétaires et la réalisation des ressources de trésorerie, sans oublier les dépenses budgétaires. Le montant des réalisations de recettes budgétaires de la loi de finances gestion 2016 non compris les recettes affectées, est de 775 milliards 446 416 558 francs CFA. Le montant des réalisations des ressources de trésorerie de la loi de finances gestion 2016 est de 563 milliards 775 millions de francs CFA. Après ce rapport, les députés ont eu droit à la parole pour faire des observations et féliciter le gouvernement à cause de l'assainissement des finances publiques. Ils ont aussi exhorté le gouvernement à poursuivre avec les investissements dans le pays. Il faut vraiment féliciter le gouvernement parce que depuis 2015, il faut reconnaître que la commission des finances a pris le dossier au sérieux et il a commencé par réduire l'écart. Je crois que d'ici quelque temps, je crois qu'on sera dans les normes. Je voudrais aussi féliciter le gouvernement par rapport au fait que l'assainissement qui est fait aujourd'hui par rapport au salaire, parce que dans notre pays, il faut le reconnaître, au niveau du ministère des Finances, même il y a des gens qui sont morts, il y a de cela des années qui continuent de prendre le salaire. On a fait la catastrophe d'une année blanche, heureusement, et c'est pour savoir concrètement, puisque le gouvernement a expliqué que ce n'était pas possible donc, de donner suite, et nous avons compris que c'est le souci de maîtriser ce ratio. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce ratio? En faisant donc une projection, combien, à quel niveau donc serons-nous? L'effort qui est fait dans le respect des règles établies pour la présentation à temps des lois de règlement a été aussi salué par les députés. Un débat de ce genre participe vraiment de la transparence. Donc je tiens à féliciter le gouvernement qui, je le sais, a déjà transmis la loi de règlement de 2017. Et j'aurais souhaité, Monsieur le Président, que avec la loi 2019, que nous profitions, que cette législature arrive à adopter la loi de règlement de 2017. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanassor, représentant le ministre des Finances et celui en charge du développement, a apporté à son tour les éclaircissements nécessaires aux préoccupations exprimées par les députés. Le gouvernement fait des efforts.
Toutefois, il convient de rappeler que les dépenses personnelles sont des dépenses obligatoires et incompressibles. C'est conscient de ça que le gouvernement a très tôt engagé des réformes visant à la maîtrise de sa progression. Au nombre de ces réformes, on peut citer les différentes réformes engagées depuis 2016, la bancarisation systématique des primes des fonctionnaires, le recensement paiement avec l'introduction de la biométrie, l'interconnexion des bases FUR, carrière et Sonkwe, le salaire, ont permis de réaliser en 2017, sur les prévisions initiales, une économie de 25 milliards. C'est après cette présentation des lois de règlement que le président de séance, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Gbyan, a procédé à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2018. Il faut dire qu'après l'adoption de ces deux lois de règlement définitif, gestion 2015 et 2016, le président de séance, le deuxième vice-président, Robert Gbyan, a fait le point de la première session ordinaire de l'année 2018, ouverte le 9 avril dernier. 37 séances plénières, 5 conventions et accords de ratification et 13 questions au gouvernement. Suivant ici le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Gbyan, au micro de Aben Didier Roumpenoudji et Romaric de Vauchy. Au cours de la période de référence, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de 10 lois ordinaires, gestion ci-après, loi numéro 2018-10 relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale, loi numéro 2018-12 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, loi numéro 2018- modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin par rapport à la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 prise en considération au cours de la séance plénière du jeudi 5 juillet 2018, je voudrais vous informer que toutes les décisions qui sont issues sont transmises au gouvernement ce jour, vendredi 6 juillet 2018, par le président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2018, l'Assemblée nationale a pu examiner 13 questions adressées au gouvernement, dont 6 questions orales avec débat et 7 questions d'actualité. Malheureusement, malgré différentes lettres de relance envoyées à l'endroit du gouvernement, aucune question écrite n'a pu avoir de réponse. Chers collègues, apparemment la moisson n'est pas grande, mais compte tenu de la nature des dossiers examinés ou de la période de référence, on peut se réjouir d'avoir accompli notre mission. Les membres de la société civile, à savoir Maté Assogba, président Alcré, et Gustave Assa, président du réseau Glegbenou, membre de Social Watch Bénin, se sont prononcés sur le rejet de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 par défaut de la majorité des 4/5 à l'Assemblée nationale. Nous vous invitons à les suivre au micro de Mori Agua et Damé Pedro. Je trouve pour ma part que c'est regrettable. C'est regrettable parce que les 4 points inscrits qui doivent subir la révision ciblée, nous avons 2 points capitaux là-dedans. Nous avons besoin de plus d'écoles. Nous avons besoin de plus de centres de santé. Nous avons besoin de plus de forages pour que les gens puissent avoir de l'eau. Nous avons besoin de plus de routes. Nous avons besoin de plus de bancs, de tables bancs pour les écoles. Et nous allons rester seulement à faire de la politique. Et lorsqu'il y a élection, au moins 1 an avant, tout le pays est en campagne. L'administration est dépourvue des cadres.
On dit il faut cesser tout ça. Je ne vois pas pourquoi d'autres personnes peuvent bloquer. Celui qui bloque ce vote ne veut pas du développement. Il me semble qu'il a manqué suffisamment de dialogue autour de la cohésion, de l'entente pour pouvoir finalement faire objet donc d'une plénière au niveau de l'Assemblée. Il a manqué une certaine forme de collaboration parce que les gens sont là à dialoguer entre eux, minorité tout court, entre majorité, puis qui se sont peut-être privilégiés, les autres ne sont pas privilégiés. Je crois qu'il y a à fondre la perception des députés, de nos représentants, sur la compréhension que nous avons du développement. Il n'y a pas dit certains appartiennent à la mouvance, certains appartiennent à... C'est ça qui nous a tués surtout. C'est plutôt un débat politique. Et là où nous pensons aussi que la société civile a raison de chercher à ce qu'on aille vers la dépolitisation des questions de développement. Le référendum s'impose. Bon, il faut sensibiliser les populations et leur faire connaître les tenants et les aboutissants d'un oui ou les tenants et les aboutissants d'un non, pour que ce qui doit nous avantager puisse passer. Pour que nous n'ayons pas gaspillé aussi des milliards pour organiser un référendum et ne pas atteindre l'objectif pour lequel nous l'avons organisé. Au cas où nous n'aurions pas atteint l'objectif, c'est que nous allons nous retrouver dans le cycle d'organiser les élections chaque année. Et c'est beaucoup d'argent. Et comme je l'ai expliqué sur un plateau de l'une de vos consoeurs, je me répète parce que c'est ma conviction personnelle, nous risquons de payer plus d'impôts les années à venir. Il est heureux de savoir que le débat a évolué et qu'on laisse maintenant la population trancher d'une manière ou d'une autre avec tous les risques que ça comporte, bien entendu. Et comme cela a été dit, nous nous attendons maintenant au référendum et que vraiment au niveau des référendums, les questions essentielles qui sont posées aujourd'hui trouvent des solutions. Quels sont les points d'achoppement pour qu'on obtienne un bon référendum? Et qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour que le peuple participe effectivement correctement et abondamment à ce référendum aussi? Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.